Où voulons-nous pour tous sur ce territoire? Donc là, il y a un vrai enjeu de confronter les différents points de vue, les différents usages et de co-construire la trajectoire commune. Donc là, pour moi, il y a un vrai enjeu de politisation, ce n'est pas que de la technique. Anne Gros-Perrin, qui est la vice-présidente au Grand Cycle de l'eau à la métropole de Lyon, avait cette intention politique forte dès le départ de comment associer des habitants et des usagers à la gestion de la future régie publique. Et elle avait souhaité avoir 4 représentants des usagers au conseil d'administration de la future régie. Et ce qui nous intéressait avec cette démarche au futur, c'était 2 choses. C'était à la fois en allant voir les habitants là où ils sont, on touchait de nouveaux publics, pas ceux qui viennent dans nos concertations habituelles. Deuxièmement, on allait les sensibiliser sur ok, demain, en fait, moi aujourd'hui à Lyon, je ne vois pas qu'il y ait un problème avec l'eau, mais je me rends compte dans cette discussion qu'en 2050, il y aura moins 20 à moins 30% du débit du Rhône en moins et que nos usages vont devoir changer. C'est-à-dire que même nous, on est concernés, donc c'est une manière de les impliquer. Et avec ces méthodes créatives, d'aller chercher des imaginaires, des représentations différentes. Et de toute cette réflexion qu'on a eue, on a pu analyser les représentations actuelles. Pour eux, les habitants, comment on va s'en sortir demain? Donc moi, au futur, c'était une manière d'ouvrir les possibles et, en termes d'action publique. C'était une manière de montrer ce qui était important et pas important pour les habitants. Et pour les habitants eux-mêmes, c'était une manière de les sensibiliser aux enjeux futurs. Donc cette démarche-là, elle a créé une sorte de dynamique citoyenne sur le territoire. Et à la fin, on a fait un grand événement fédérateur où on a mélangé citoyens, élus, associations lors d'un grand événement. On avait 200 personnes où ils ont débattu de différentes visions du monde. Parce que finalement, il y avait différentes visions possibles de quelle société on veut créer demain avec l'eau. Et cette politisation-là, c'était là où il y a eu un débat, se dire, ok, en fait, les choix techniques qu'on fait aujourd'hui répondent à une vision de la société, et c'est ça dont on doit se mettre d'accord avant de décliner les choix techniques, et pas l'inverse. Dans cette Assemblée usagée de l'eau, on voit dans les 120 membres, aujourd'hui on a 150, on a des associations, une vingtaine, 25 associations, et une centaine d'habitants, qui sont des habitants volontaires qui se sont engagés via la démarche au futur ou qui ont entendu parler de l'Assemblée des usagers de l'eau. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de l'Assemblée usagée de l'eau, on a un gros cycle de travail par an. Plus après, il peut y avoir des cycles d'information, ou d'autres actions de sensibilisation, mais principalement pour l'instant, on est sur un cycle de travail par an. On en a eu 2, donc un en 2023 qui a été un gros marqueur, gage de confiance et de dynamisme de cette Assemblée, c'est sur la tarification sociale et environnementale de l'eau. Comment l'Assemblée usagée de l'eau travaille au quotidien? Donc on est bien sur des membres volontaires. Chaque année, il y a un cycle de travail fort sur un sujet fort. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on communique auprès de tous les habitants en disant « l'Assemblée usagée de l'eau va travailler sur cette thématique-là, rejoignez-la si ce sujet vous intéresse ». L'idée, c'est que je ne souhaitais pas, en tant que pilote et animateur de cette assemblée, trop institutionnaliser cette assemblée, c'est-à-dire créer un cadre rigide qui finalement ne suivait pas l'engagement des habitants, qui aujourd'hui, les habitants, ils ont du mal à rester des années dans une instance. Souvent, ils viennent s'impliquer sur un temps fort lié à un sujet qui les concerne. Le fonctionnement de l'Assemblée usagée de l'eau, il est très ouvert. Tous les habitants peuvent rentrer. Ils s'inscrivent sur notre site internet et ils se disent je m'engage à participer au cycle de rencontres et de débats. Aujourd'hui, on a 150 membres, c'est-à-dire 150 personnes qui concrètement se sont inscrits en disant je veux bien faire partie de cette assemblée et participer à des cycles de travail. Et on a environ 100 personnes qui sont venues ponctuellement sur des cycles de travail, mais sans forcément me donner leurs coordonnées en disant je veux rester dans cette assemblée. Ils sont venus pour un cycle de débat ponctuel. Pour moi, la concertation sur la tarification était une concertation exemplaire, puisqu'on est parti avec vraiment des vraies marges de manœuvre. C'est-à-dire qu'on avait une intention politique de dire il y a quelques invariants, mais très peu,
les invariants, c'était qu'il fallait rester sur un principe de low pay low. Donc un deuxième invariant, c'était qu'il fallait que ça soit juridiquement et techniquement possible, les futures propositions d'amélioration de la structure tarifaire. Mais à côté de ça, c'était très ouvert sur les modalités. À la fin de chaque assemblée, chaque atelier, il y avait souvent une tendance générale qui sortait de l'assemblée des usagers de l'eau. On ne gommait pas les controverses. Et entre chaque séance, nous, on avait une discussion service avec les élus et les techniciens sur qu'est-ce qu'on prend en compte de ce qui s'est dit. Et on revenait à la séance suivante en disant, voilà, on a entendu ça, on garde ça. Peut-être qu'on va peut-être pas garder ça pour telle et telle raison. Donc il y avait un processus itératif de réflexion collective. On était tous d'accord sur les objectifs qu'on souhaitait pour cette tarification. Pendant l'été, les services techniques de la régie publique ont travaillé sur des scénarios et des hypothèses techniques. Comment pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. Ils sont venus en septembre en présentant à l'Assemblée des usagers de l'eau différentes hypothèses. Et là, avec leur calculette, des tableaux Excel, etc., on est rentré dans le cœur de la complexité technique. Là aussi, c'est un apport pour l'Assemblée des usagers de l'eau, c'est de comprendre que quand on touche un curseur, on risque d'avoir d'impact sur un autre. Donc les amener à comprendre la complexité technique et politique. Et à partir de ça, pareil, ils allaient vers des solutions ou des propositions et qui étaient étudiées ensuite par les élus et techniciens qui remoulinaient finalement d'autres hypothèses et qui revenaient derrière à l'Assemblée des usagers de l'eau avec de nouvelles hypothèses. Et de façon comme ça, en 6 mois, on est arrivé à un travail itératif où au final, il y a eu la construction d'une proposition, d'une nouvelle structure tarifaire. Et cette proposition-là, c'est finalement celle qui était en commun l'Assemblée des usagers de l'eau, mais aussi les élus, les techniciens. Et finalement, c'est celle qui, 3-4 mois après, a été déposée au Conseil métropolitain. Finalement, ce n'était pas une décision, un avis consultatif de cette Assemblée, puis les techniciens et élus ont retravaillé et ont proposé une V2. Là, vraiment, c'est presque la V1 telle quelle qui a été soumise au Conseil métropolitain, donc qui a été la décision finale. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été construite en commun. J'arrive sur la question de la représentativité. Souvent, on me dit la question de est-ce que l'Assemblée des usagers de l'eau est-elle représentative ? Non, elle ne l'est pas, puisqu'on a fait le choix de dire qu'on est sur une écoute de citoyens volontaires qui ont envie de s'impliquer. Pour autant, notre responsabilité, c'était d'entendre une diversité de points de vue. C'est-à-dire que quand on a eu besoin, par exemple, d'avoir le point de vue des industriels, on a organisé un focus group avec des industriels. Donc on allait écouter leur point de vue pour les ramener dans l'Assemblée des usagers de l'eau. On a voulu écouter des acteurs du monde social. Donc on est allé écouter des bailleurs, des associations de précarité, etc. On est allé vers, on a fait des auditions, et on a ramené leur point de vue dans l'Assemblée. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on pourrait avoir un panel représentatif. Ça fonctionne, mais ça fonctionne sur des durées courtes. En général, on fait ça sur des conventions citoyennes, des panels citoyens. Mais si on veut une instance dans la durée, moi, je crois que partir sur la base de gens engagés et qui ont envie de faire avancer les choses, c'est important. Ça permet d'assurer une sorte de pérennité et de dynamisme. Pour autant, on a un enjeu, nous, méthodologique, moi, en tant que professionnel de la participation, d'assurer une diversité de points de vue. Il faut qu'il y ait du débat contradictoire. S'il n'y a pas de débat contradictoire, ma concertation ne vaut pas le coup. Donc je suis plus pour une diversité des points de vue qu'une représentativité de tout le monde. Alors, la question de la gestion de l'eau en bien commun, au départ, c'était quand même plus une intention dont c'était difficile d'avoir savoir exactement tout ce qu'on mettait derrière. Et je pense que c'est encore en construction. C'est-à-dire qu'à chaque étape de toutes les démarches participatives qu'on a menées, les élus, les techniciens et les habitants, on progresse sur qu'est-ce qu'on y met derrière. Il y a la notion de gestion juste, équitable, qui est très forte. C'est de se dire qu'à un moment donné, c'est important qu'on aille écouter les différents usages, les différents besoins de toutes les personnes, de tous les usagers de l'eau, et qu'on puisse avoir une attention notamment aussi aux personnes vulnérables, aux tensions qu'il va y avoir aussi même sur les activités professionnelles. Donc il y a un enjeu de se dire on a un seul volume d'eau et sortir on va dire les sphères actuelles, les sphères techniques, c'est souvent la négociation de mètres cubes d'eau. Là aujourd'hui, c'est de se poser la question, on a un bien commun, quelle eau voulons-nous pour quel usage ? Et est-ce que les personnes les plus vulnérables auront bien un accès à l'eau ? Donc une gestion juste et équitable,
une gestion durable de la ressource qui la préserve. Donc ça signifie d'être en capacité de prendre les choses de façon plus systémique et globale pour se dire comment on peut préserver sur le long terme cette ressource-là en préservant à la fois l'eau, le vivant, les usages des habitants. Et ça signifie des changements de mode de construire la ville, des changements de mode de vie et d'accompagnement à la sobriété. Et tout ça, derrière cette gestion de bien commun, c'est que ça peut pas être la collectivité seule avec ses tuyaux et ses techniques qui fait les choses. Donc, pour moi, derrière la notion d'une gestion bien commun, il y a une notion politique. Les décisions, le circuit décisionnel, le diagnostic des besoins, comment ça se fonctionne. Nous, par exemple, il n'y a pas du tout de discussion avec l'amont qui se passe en Suisse. On voit bien que nous, notre territoire, on va dépendre à un moment donné de l'amont. Donc, quels sont les circuits, les réflexions entre l'interdépendance entre l'amont et l'aval, comment se passe le lien avec tous les différents acteurs du territoire. Donc, il y a des enjeux de transparence, des énormes enjeux de sensibilisation et d'accompagnement au changement, donc sur les enjeux de sobriété, donc avec les usagers, à la fois pour les amener à comprendre les enjeux futurs, pour créer de l'attachement à l'eau et qui s'impliquent. On a beaucoup de citoyens encore qui sont très peu engagés sur cette question de l'eau, malgré les enjeux forts. Et il y a des enjeux pour moi de contre-pouvoir aussi. C'est important qu'il y ait une contre-expertise citoyenne. On est face à des enjeux quand on prend les pollutions, les PFAS, quand on prend même un diagnostic de où seront les vraies tensions sur la ressource, où seront les conflits d'usage. Il ne peut pas y avoir qu'un discours technique. Il y a un enjeu qui est un regard plus citoyen, plus démocratique, et que sur les scènes de dialogue et les scènes de décision, on voit très bien qu'il y a quand même des rapports de force qui ne sont pas forcément toujours les bons. Comment l'Assemblée des usagers de l'eau peut prendre part à ces circuits de réflexion.